Et du coup, j'invite Pierre Moissan, qui est directeur du CEN, pour une petite présentation sur les données de biodiversité pour mieux adapter la gestion de nos territoires. CEN Auvergne, oui, parce que le CERN a une organisation particulière, territorialisée, mais avec son propre découpage. Enfin, tout ça est un peu complexe. Mais là, pour le coup, c'est l'Auvergne qui intervient. Bonjour à toutes et à tous. Donc Pierre Moissan, directeur du Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne. Merci aux organisateurs de nous avoir proposé d'intervenir. Et puis si on peut passer sur la première diapositive, c'est en cours, pas de problème. Donc pour vous dire que les conservatoires d'espaces naturels d'Auvergne-Rhône-Alpes sont des associations qui couvrent l'ensemble du territoire régional. Donc ils sont soit de dimension départementale, soit interdépartementale, mais en tout cas il y a une couverture complète du territoire régional et les conservatoires ont des actions des territoires qui ne se superposent pas. Ce sont des associations qui, vous l'aurez compris, œuvrent pour la préservation du patrimoine naturel, le côté biodiversité, mais aussi l'ensemble des services écosystémiques qui sont rendus par les milieux naturels, qui ont construit une stratégie commune qui a été validée par l'État et la région dans le cadre d'un agrément qui nous est délivré. Aujourd'hui, donc, ils interviennent sur 700 sites, un peu plus de 700 sites, près de 19 000 hectares, une commune sur 8 sur la région. Ce sont des associations avec donc des adhérents, avec des bénévoles, mais aussi une structuration professionnelle et donc 230 salariés qui sont présents et qui couvrent l'ensemble de la chaîne d'intervention des conservatoires, depuis l'expertise écologique, la concertation, le dialogue avec les acteurs locaux, toutes les actions de génie écologique dans le cadre de la restauration des milieux, la communication et puis de l'ingénierie financière, puisque pour faire fonctionner tout ça, il faut effectivement aller chercher des financements auprès de tout un tas d'acteurs, et ça représente aujourd'hui un budget cumulé de près de 20 millions d'euros. On peut passer à la diapo suivante, merci. Alors, les stratégies et les politiques de protection de la biodiversité, depuis des dizaines d'années, elles se sont construites dans le cadre d'une approche qui est très patrimoniale. C'est-à-dire qu'on appréhendait les espèces ou les espaces comme un patrimoine, un petit peu à l'instar de ce qui peut exister avec le patrimoine culturel ou archéologique ou historique, qui doit être transmis et donc il fallait le conserver. D'ailleurs, le nom de conservatoire n'est pas étranger à ça, mais il n'y a pas que les conservatoires, c'est vrai aussi sur les espaces, sur les aires protégées, les réserves naturelles nationales, régionales, etc. Et donc, on met en œuvre des actions de gestion pour conserver ou restaurer des sites qui sont dégradés, une gestion qui est très active. Et pour construire cette stratégie, il a fallu comprendre, appréhender quelle était cette biodiversité, donc qui est constituée, vous le savez, de milliers d'espèces, mais qui couvre aussi les interactions entre ces espèces. Et donc, on s'est basé sur une connaissance qui s'est développée depuis maintenant un siècle et demi, par l'accumulation de données, par l'observation, avec d'abord un travail tourné essentiellement vers des espèces vertébrées, donc on a une surreprésentation souvent des vertébrés, les oiseaux, les mammifères, etc. Puis après, on a commencé à s'intéresser aux invertébrés avec certains groupes, les libellules, les coléoptères, etc. Mais aujourd'hui, il y a des pans entiers de la biodiversité qui sont peu ou quasiment pas pris en compte dans les politiques de préservation. Par exemple, la biodiversité des sols, qui sont pourtant un enjeu majeur, elle n'est pas prise en compte aujourd'hui dans les stratégies biodiversité. Et donc, cette connaissance, on a accumulé des connaissances qui se sont inscrites dans des bases de données, dans différents outils. Les connaissances, c'est l'occurrence d'une espèce qui a été observée en un lieu, en un endroit, etc. Et donc, aujourd'hui, tout ça est compilé dans un observatoire régional et on peut passer à la diapo suivante. Donc, la diapo suivante, vous noterez qu'en termes de présentation, ce n'est pas exactement la même parce que c'est une proposition de nos collègues des conservatoires botaniques nationaux et je les en remercie pour faire un petit zoom, un focus sur l'Observatoire régional de la biodiversité, puisque toutes ces données accumulées sont aujourd'hui regroupées dans un Observatoire régional de la biodiversité depuis 2021. Donc il est mis en place, piloté par le collectif État, Région et Office français de la biodiversité. Et donc il vise à rassembler, diffuser, valoriser l'ensemble de ces données qui sont collectées. Donc vous avez un certain nombre de logos sur la droite qui sont les structures qui sont particulièrement impliquées dans l'animation de cet observatoire. On y retrouve donc les deux conservatoires botaniques nationaux, les collègues de la LPO, la Fédération régionale des chasseurs, une association Flavia spécialisée sur les invertébrés, le CEREMA et les conservatoires d'espaces naturels. On peut passer à la diapo suivante. Aujourd'hui, cet observatoire régional, il est structuré autour de 3 grandes entités.
un centre de ressources qui s'appelle Agir en région et qui est intégrateur d'un certain nombre de démarches qui sont portées, donc qui est centre de ressources notamment à destination des collectivités locales, qui est animé par le CRMA. D'autres centres de ressources plus thématiques sont en cours de développement sur l'arbre en ville, l'arbre isolé, sur les espèces exotiques envahissantes, le EEE, sur la démarche territoire engagé pour la nature, TEN, les infrastructures linéaires de transport, et puis une plateforme régionale qui est la plateforme régionale du SINP, le système d'information sur la nature et les paysages, et qui s'appelle dans notre territoire Biodiv Aura. Et on peut passer, merci. Biodiv Aura, donc aujourd'hui, est structuré en 2 approches. Un outil qui est plutôt grand public et qui permet une visualisation des données à une échelle de 5 km sur 5 km ou à l'échelle de sa commune. Donc ça permet à chacun d'aller voir quelles sont les espèces qui ont été observées sur la commune ou sur le territoire sur lequel il est présent. Et puis une interface qui est plus à destination des experts, Biodiv Aura Expert, qui là permet une visualisation précise, très localisée des espèces, à l'exception de quelques espèces qui sont dites sensibles, qui sont des espèces sur lesquelles il peut y avoir des enjeux particuliers en termes de prélèvement, de collection, etc., et donc sur lesquels l'accès est plus restreint. Donc je reviens maintenant au cours de ma présentation. Donc, depuis des dizaines d'années, on a construit des stratégies et choisi les aires à préserver sur la base de ces données, mais évidemment, le changement climatique, et c'est la thématique de la journée, vient bouleverser tout cela, que ce soit au niveau des températures, des précipitations ou du développement d'un certain nombre d'épisodes climatiques extrêmes. Alors les communautés vivantes, elles, c'est pas un souci pour elles, c'est pas un souci majeur, c'est-à-dire que depuis plusieurs milliards d'années, c'est ce qui fait le principe de la vie. En permanence, les communautés vivantes s'adaptent. Simplement là, effectivement, on a un changement qui va très vite et donc qui peut se traduire par des modifications importantes. Et aujourd'hui, on observe déjà des modifications. On a des migrations d'espèces, des espèces qui se déplacent de manière altitudinale. Les espèces montent en altitude avec le réchauffement climatique, ou des déplacements latitudinaux, les espèces du sud remontent vers le nord. Et puis l'autre communauté vivante qui s'adapte, c'est la communauté humaine, et évidemment on a des modifications dans les usages et des pressions humaines qui vont changer, et on sait que dans des enjeux de conservation, il faut aussi tenir compte de ces pressions humaines. Donc aujourd'hui, on s'interroge beaucoup, alors nous, gestionnaires d'espaces naturels, mais aussi l'ensemble, les gestionnaires forestiers, il y aura des interventions en ce sens après, mais aussi l'ensemble des universitaires, sur les capacités de résilience de ces milieux naturels, puisqu'on est face à un changement qui va à des vitesses qui n'ont jamais été connues sur Terre. Et donc il y a beaucoup d'interrogations. Je parlais des forêts, mais je ne vais pas développer évidemment, puisque ça sera traité après. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'un certain nombre de références ou d'analyses dont on disposait, qui ont été constituées au fil des dizaines d'années, ne sont probablement plus valides ou devront être modifiées dans les années qui viennent, et donc doivent être intégrées pour modifier notre appréhension des stratégies de protection. On peut changer de diapo. Merci. Et donc, il va falloir, pour nous, arriver à suivre, mesurer et éventuellement anticiper ces évolutions pour savoir sur quel site nous devons porter nos efforts en termes de protection. Alors, il y a des travaux qui sont en cours, des travaux universitaires autour de la modélisation en tenant compte des traits de vie, c'est-à-dire des exigences écologiques des espèces, mais c'est des choses qui interrogent, et j'avais pu, je vous ai cité cet exemple, être interpellé par un travail qui a été fait par l'Université de Tours, qui a croisé le changement climatique sur la région Centre-Val de Loire et Pays de Loire, avec ce que l'on connaît aujourd'hui des exigences écologiques du crapaud sonneur à ventre jaune. C'est le petit crapaud qui est, vous ne devez pas voir grand-chose, mais quand même un peu, en haut à droite, qui a des très beaux yeux en forme de cœur d'ailleurs, enfin, c'est magnifique, des pupilles. Et donc voilà, sur cette espèce, c'est une espèce qui est jugée au niveau national par le ministère de l'écologie, le ministère de la transition comme une espèce prioritaire. Elle fait l'objet d'un plan d'action national qui est décliné dans les régions. Et aujourd'hui, les travaux de modélisation de cette université de Tours semblent montrer que cette espèce, elle est condamnée en Centre-Val de Loire et en Pays de Loire. Donc ça interpelle en disant, doit-on continuer à mettre en œuvre et à décliner aujourd'hui, en 2023-2024, un plan d'action si cette espèce est réellement condamnée? Mais la modélisation est-elle, avons-nous des garanties? Parce qu'on sait aussi, et c'est ça l'intérêt de travailler sur le vivant, qu'on a toujours des surprises, bonnes ou mauvaises, quand on est sur le vivant.
Il y a plein d'autres questions qui se posent aussi. On a mis en place, par exemple, sur le territoire d'où je viens, des réserves naturelles nationales sur les volcans d'Auvergne, sur le massif du Sancy, pour préserver des espèces montagnardes ou submontagnardes, qui sont probablement, en tout cas c'est ce que donnent les modèles, probablement condamnées avec l'évolution des températures. Voilà. Et puis on voit arriver de nouvelles espèces, l'orchis géant par exemple, qui est l'orchis qui est en photo ici, qui est une espèce méridionale, qui arrive chez nous, et donc il faut arriver à intégrer ces espèces dans les nouvelles communautés qui vont se mettre en place. Et donc la grande question, c'est jusqu'où doit-on et peut-on faire confiance aux capacités d'adaptation, de résilience des espèces et des milieux. On connaît un certain nombre de choses sur l'écologie des espèces. Ce qu'on ne sait pas, c'est la diversité qui peut exister au niveau génétique ou épigénétique. Et on va peut-être avoir des surprises intéressantes. Hier, j'étais à Paris, où était sur une autre manifestation où les gestionnaires de la réserve naturelle de la Massane, dans les Pyrénées-Orientales, présentaient une partie des travaux qu'ils ont fait sur le génome du hêtre, l'espèce hêtre. Et ils ont montré qu'il semblerait, à ce stade, que les hêtres qui sont présents sur cette réserve des Pyrénées-Orientales aient une résistance particulière à ce qu'on appelle la cavitation, c'est-à-dire qu'en période de sécheresse, les arbres, il peut y avoir une déconnexion dans les vaisseaux qui remontent la sève, c'est une forme d'embolie, et les arbres meurent, et c'est une des causes de mortalité qu'on observe aujourd'hui sur les arbres. Il semblerait là que les hêtres de la Massane, qui sont exposés à un climat méditerranéen, arrivent mieux à supporter ces épisodes-là. On est typiquement dans des effets de génétique ou d'épigénétique sur lesquels on a encore peu d'informations. On peut passer à la diapo suivante. Et donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, nous, parce qu'il faut qu'on continue aujourd'hui en tant que conservatoire, mais aussi l'ensemble des autres gestionnaires, à intervenir, à développer des actions de préservation, c'est finalement de se détacher un peu des espèces patrimoniales qui étaient notre guide jusqu'à présent, pour aller plutôt sur des critères physiques sur les sites et se dire qu'un certain nombre de milieux naturels qui se caractérisent par des critères très particuliers qui sont soit très secs, très chauds, très froids, très humides, continueront à être attractifs en termes de biodiversité puisqu'ils se distingueront de toute façon de ce qu'on aura dans les paysages et les territoires aux alentours. Et donc, ils continueront à abriter des espèces différentes et en ce sens présenter un intérêt au niveau patrimonial. On travaille aussi et on essaie de réfléchir sur les trames vertes et bleues, les corridors écologiques pour favoriser les déplacements d'espèces à travers les migrations, les corridors écologiques. Donc voilà, tous par exemple les axes fluviaux orientés nord-sud dans notre région sont intéressants parce que ce sont des lieux privilégiés probablement pour le déplacement de ces espèces. Il y a des interrogations aussi autour de certains sites qui peuvent présenter un potentiel évolutif supposé de certaines espèces. On a des sites où on a des hybrides entre différentes espèces de chênes ou de frênes qui ont peut-être des capacités de résistance, par exemple, plus intéressantes. Et puis, il y a tout le travail autour de, éventuellement, la migration assistée, favoriser le transport d'espèces, et c'est ce qui, notamment, est testé par l'Office national des forêts sur les forêts, sera peut-être présenté après. Mais un exemple, nous, dans le Puy-de-Dôme, où on a une seule station de chêne vert, dont vous savez que c'est une espèce plutôt méridionale, qui a été introduite. Jusqu'à présent, c'était plutôt considéré comme étant un élément défavorable. Finalement, c'est peut-être un atout pour demain, parce que le chêne vert sera probablement un des constituants des forêts d'un certain nombre de secteurs du Puy-de-Dôme dans le cadre de ce changement climatique. Alors donc, ce que nous devons faire aujourd'hui et ce qui est en cours, c'est de passer de cette approche patrimoniale que j'évoquais tout à l'heure au début de mon intervention vers celle d'une approche d'une biodiversité beaucoup plus fonctionnelle, où finalement ce qui nous intéresse, c'est moins les espèces que garder le bon fonctionnement des écosystèmes, des milieux naturels et les services écosystémiques qu'ils nous rendent, parce qu'encore une fois, nous sommes les premiers bénéficiaires de ces services écosystémiques. Et pour ça, il nous faut croiser des données beaucoup plus larges, c'est-à-dire continuer à utiliser les données sur la répartition des espèces, mais les croiser avec un certain nombre de paramètres physico-chimiques. Par exemple, il y a beaucoup d'interrogations aussi sur le microclimat, c'est-à-dire que l'analyse, les modèles, les modélisations de changement climatique un peu globales sont intéressantes, mais pour la conservation d'un certain nombre d'espèces, c'est probablement des effets de microclimat qui vont pouvoir jouer. On veut s'intéresser aussi à cette approche biodiversité fonctionnelle, il faut arriver à la caractériser, et aujourd'hui, il faut être capable de construire des indicateurs qui puissent être intégrateurs de ce bon fonctionnement, de la fonctionnalité des milieux naturels, et ça, c'est pas forcément facile. Et puis, on doit, et je le disais aussi tout à l'heure, intégrer et suivre l'évolution des pratiques humaines
qui sont en interaction avec la biodiversité. Évidemment, toutes les activités agricoles, sylviculture, toutes les questions autour du partage de la ressource en eau, mais aussi les usages récréatifs, parce que quand nos concitoyens vont avoir trop chaud, ils iront chercher des zones froides, ils iront près des cours d'eau avec des pressions plus fortes sur ces milieux. Il faut pouvoir anticiper l'ensemble de ces nouvelles pressions. Et donc finalement, pour conclure, peut-être que l'ambition que l'on peut essayer de partager, c'est aujourd'hui d'aller vers une réintégration de l'humain dans la communauté des vivants. On a eu un développement qui s'est fait depuis des dizaines d'années, voire des siècles, plutôt au détriment du vivant, en tapant un peu dans ce capital nature. Aujourd'hui, c'est peut-être d'essayer de réintégrer l'être vivant, enfin l'humain avec le vivant non humain. Essayer toujours d'avoir cette approche systémique, c'est-à-dire se détacher un petit peu de cette approche trop espèce pour avoir cette vision globale, et tout ça s'appuyer aussi sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, qui sont finalement la valorisation ou des services écosystémiques que la nature nous rend. Et voilà, cette photo-là d'une opération dans le Cantal de restauration d'un cours d'eau, ou un cours d'eau qui avait été calibré, drainé en un fossé tout droit, on recrée effectivement, on reméandre. Et bien, l'objectif, c'est en faisant ça, on va ralentir l'écoulement de l'eau, on va favoriser l'infiltration pour la réalimentation des nappes, on va favoriser l'auto-épuration de l'eau, on va favoriser le stockage du carbone dans le sol, et on aura aussi un impact positif pour la biodiversité. Donc on est bien dans cette approche solution fondée sur la nature pour répondre aux enjeux sociétaux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bel esprit de synthèse. C'est vraiment les deux mêmes photos? D'accord. C'est fou. On a une petite vidéo en drone, et les collègues ont réussi à faire un fondu enchaîné. Donc la vidéo en drone, le drone parcourt le site tel qu'il est sur la photo du haut, et en fondu enchaîné, on passe à celle du bas. Et c'est assez jouissif, ça fait plaisir. En l'espace de combien de temps? Là, c'était quasiment instantané, parce que quand on a fait la restauration, il y a eu un gros épisode de pluie juste après, et donc c'est pour ça que là, le cours d'eau déborde, et puis qu'il y a les petites mares, les petites dépressions qui sont en eau. Donc c'est spectaculaire. Très bien. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir un petit coup. Ça fait pas de mal.